On va parler d'une innovation qui n'est pas variétale, il s'agit de l'intelligence artificielle. Pour en parler, on va accueillir Bruno Claustre, responsable data et innovation digitale de RAGT. Bruno, on peut l'applaudir. Hugo Singès, chef produit innovation donc chez Kubota au niveau Europe, je vous laisse vous asseoir. Catherine Matt, directrice métier du grain, la coopération agricole. Et Anthony Noyon, donc directeur de Second. Anthony, une première question. Quand on parle d'intelligence artificielle, il y a différents types. Est-ce que déjà on peut expliquer un peu les différents types d'intelligence artificielle, puisque vous êtes un spécialiste de ce secteur? Oui, il y a les intelligences artificielles, les LLM, et les outils qui viennent assister et compléter les outils d'intelligence artificielle. Et on a les outils d'intelligence artificielle générale. Vous utilisez peut-être ChatGPT qui vous permettent de converser, d'avoir une intelligence capable de traverser de multiples domaines de connaissances. Est-ce qu'aujourd'hui, intelligence artificielle signifie forcément grande entreprise, gros moyens, ou est-ce qu'on l'a vu peut-être avec DeepSeeker, aujourd'hui, on va avoir une diminution du coût d'accès? Alors, il y a une immense diminution du coût d'accès, bien évidemment. J'étais en train de regarder ce matin, je reprends cet exemple. ChatGPT est arrivé il y a seulement 2 ans et c'est quelque chose qui est accessible. Cependant, ce que font les entreprises aujourd'hui, et c'est une entreprise sur 4 aux États-Unis qui va déployer un système de ce type cette année, ce sont ce qu'on appelle des agents. Ce sont des intelligences artificielles conçues pour un besoin de l'entreprise et de son métier. Et cela était quelque chose d'extrêmement cher à déployer auparavant et à opérer. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de technologies de type DeepSeek, on a vraiment su baisser les prix. On est là sur une technologie qui ne demande même pas une licence, c'est du logiciel libre. Et on va pouvoir déployer des intelligences artificielles sur mesure pour l'entreprise, vraiment de façon accessible aux PME et bientôt, je le pense, aux TPE. Avec l'arrivée de DeepSeek, on voit qu'il y a eu une accélération. On ne s'y attendait pas d'ailleurs, à avoir une chute comme ça en termes de coûts. Tout le monde a été surpris. Je crois que le budget de OpenAI se compte, lui en milliards bien sûr, et DeepSeek annonce avoir fait sa technologie moyennant 6 millions de dollars. Bon, je pense qu'il y a un effet d'annonce derrière, on est encore à la recherche de pas mal de données là-dessus, mais il y a effectivement une diminution des investissements nécessaires. On a aussi, et je tiens à le dire, une technologie en France qui s'appelle Mistral, qui permet aussi d'accéder à des solutions d'IA de façon abordable et adaptée aux plus petites structures. D'accord. Catherine Matt, dans le monde de la coopération, on a déjà intégré l'intelligence artificielle? Oui, alors qu'est-ce que je viens raconter moi sur l'intelligence artificielle? Alors c'est Solutions Plus, qui est une union coopérative qui est au sein de la coopération agricole, qui a développé un chat coop. Personne n'était disponible ce matin, donc voilà, me voilà face à vous. Donc ChatCoop, c'est un assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle, spécialement conçu pour les coopératives. Et l'idée, c'est d'offrir un accompagnement métier adapté, notamment pour les technico-commerciaux, les managers et le personnel d'exploitation. L'idée, c'est de simplifier des tâches administratives un peu lourdes, optimiser les décisions, gagner du temps. Oui, gagner du temps. Est-ce que dans le monde des agroéquipements, est-ce que l'intelligence artificielle est déjà bien présente? Alors, ça arrive doucement, ça arrive quand même. Donc, au sein du groupe Kubota, donc fabricant de tracteurs et de matériel agricole, on a quelques exemples. Et on va faire de l'open innovation, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des startups qui développent des nouvelles technologies, tester leurs solutions suivant les besoins des agriculteurs, tester chez des agriculteurs. Et s'il y a un réel intérêt, on va pouvoir les ajouter à notre catalogue. Alors, on a quelques exemples. Kubota est plutôt spécialisé, s'oriente plutôt vers les cultures spécialisées, donc viti, arbo, maraîchage, où on peut prendre un exemple de solution qu'on teste dans chaque domaine. Tout d'abord, en viticulture, on travaille avec la start-up Chouette. Donc, Chouette, ils intègrent des caméras sur les tracteurs et vont faire de l'acquisition puis de l'analyse de données lors des passages du tracteur dans la vigne pour détecter des maladies, faire des estimations de rendement, détecter des pieds manquants, etc. Toujours dans l'objectif d'acquérir un maximum de données pour
apporter des solutions aux agriculteurs pour lui faciliter sa prise de décision. On a d'autres exemples en arbo, dans les pommiers. On travaille avec une start-up israélienne qui s'appelle Tevel. Et cette start-up-là, elle part du constat du manque de main-d'œuvre globale dans ce type d'activité, notamment sur la récolte. Et donc, elle a développé un robot composé de drones qui va récolter tout seul les pommes dans les vergers. Des drones qui volent. Des drones qui volent, qui ont chacun leur caméra. L'agriculteur, à ce moment-là, il va définir les paramètres de récolte qu'il souhaite. Donc la taille des pommes, la couleur, le calibre. Et ces drones vont, de manière totalement autonome, se promener dans le verger pour récolter les pommes et les mettre dans des palox pour faire face au manque de main-d'œuvre, avec en plus, à nouveau, la capacité à acquérir de la donnée en très grande quantité et donc à donner des chiffres qui ont de la valeur pour l'agriculteur, toujours dans sa prise de décision. Et enfin, le dernier exemple dans le maraîchage, on travaille avec une start-up qui a développé un robot de pulvérisation ultra localisé, donc pour la grande problématique de désherbage que vous connaissez et qui est aussi présente en maraîchage. Et donc, ils ont un robot, un petit rover qui va passer dans la parcelle, à cheval sur les planches de maraîchage, via des caméras, détecter les cultures et détecter les adventices, et positionner avec une précision extrême de 6 mm par 6 mm du désherbant seulement sur les adventices, donc seulement là où c'est nécessaire, ce qui va permettre de réduire, on mesure jusqu'à 95% de réduction de produits phyto utilisés dans les parcelles, avec un effet similaire, voire meilleur que le désherbage conventionnel classique ou des méthodes alternatives, puisqu'on va même augmenter le rendement en évitant la phytotoxicité, donc en évitant de pulvériser sur les cultures qu'on souhaite faire grandir. Donc voilà quelques exemples de solutions dans le monde agricole et dans le secteur de la production. Donc Hugo, il faut que j'explique, vous travaillez au niveau européen, vous êtes dans le centre d'innovation de Kubota à Amsterdam. Votre quotidien, c'est de comprendre quels sont les besoins futurs, présents et futurs des agriculteurs et de scanner ou de screener à côté quelle technologie permettrait d'y répondre, si possible, en allant y chercher dans l'existant des startups. C'est ça ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. On a une partie très importante qui est étude de marché. Pour une raison simple, c'est qu'on ne veut pas pousser des technologies qui sont peut-être très intéressantes, mais qui n'auraient pas d'intérêt pour les agriculteurs. Et on voit en ce moment, avec un contexte plus difficile et comme j'en parlais tout à l'heure, la fin de l'argent magique, que beaucoup de startups, malheureusement, il y a une sélection qui se fait, donc on voit quand même pas mal de startups qui disparaissent parce qu'elles ne trouvaient pas leur marché, et elles utilisaient des technologies ou développaient des solutions qui ne répondaient pas à de réels problèmes des agriculteurs. Et ce que je comprends, c'est que ce n'est pas sur les tracteurs où l'intelligence artificielle se développe prioritairement, mais plutôt sur l'outil, parce que c'est l'outil qui a besoin de savoir ce qu'il faut récolter, par exemple. Exactement. Alors, un tracteur en agriculture, ça ne sert pas à grand-chose, j'allais dire. Donc, c'est un peu provocateur, surtout d'un fabricant de tracteurs, mais ça sert à tracter. Un tracteur tout seul dans un champ, il ne fera rien, mais quand il a un outil derrière, il fera le travail que l'agriculteur lui demande. Donc, on est surtout sur les outils, avec des caméras embarquées pour de l'acquisition, de l'analyse de données, et permettre, comme je le disais, à l'agriculteur de prendre des décisions. On voit quelques solutions apparaître sur les tracteurs. Donc les caméras, par exemple, puisque le tracteur va évidemment faire beaucoup plus de passages dans les parcelles qu'un outil donné. Sur le guidage et l'automatisation aussi, on voit quelques solutions sur les tracteurs. Pas forcément de l'intelligence artificielle, mais de l'intelligence tout court et de l'automatisation. Et même sur du CTF, du Control Traffic Farming, on va essayer d'optimiser le trajet que va faire le tracteur avec son outil dans la parcelle pour diminuer le tassement du sol, économiser du carburant, du temps, etc., pour optimiser vraiment le parcours et le sens des rangs dans des parcelles souvent complexes. Voilà, pour expliquer à tout le monde, le control traffic farming, ça veut dire qu'on va toujours passer au même endroit dans la parcelle de façon à ne compacter qu'à l'endroit qu'on a défini, et chaque année on passera toujours là, ce sera quasiment des routes à cet endroit, alors qu'à côté, on ne va pas compacter du tout le sol. Ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est plutôt dans la reconnaissance d'images, dans l'organisation. Oui, tout à fait, c'est principalement là-dedans.
c'est utiliser toutes les données qu'on peut acquérir pour prendre des actions concrètes et qui ont un résultat bénéfique pour l'agriculteur. Donc j'anticipe peut-être la prochaine question, mais ça fait partie des freins au développement de l'intelligence artificielle. En fait, le frein, c'est un peu le même que lors de la première table ronde. Pourquoi les surfaces de poids diminuent en France? Parce que si l'agriculteur ne gagne pas d'argent ou ne peut pas vivre avec des poids en France, il n'en produira pas. Les solutions technologiques et les innovations de pointe, c'est un peu la même chose. Si on n'arrive pas à démontrer qu'il y a un réel intérêt, un réel bénéfice pour l'agriculteur lorsqu'il va produire sur la saison ou à plus long terme, s'il a un bénéfice économique, alors on va pouvoir démocratiser ces solutions. S'il n'y en a pas, c'est plus difficile. Et justement, la question, on le voit, l'arrivée de ChatGPT ou autre remet en cause quand même des flux de production en images ou en savoir. Est-ce que dans le monde agricole, il y a un tel gap positif avec l'arrivée de l'IA sur vos systèmes qu'ils vont trouver un marché en face? Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain non plus. C'est des technologies qui mettent quand même du temps à arriver. Les robots, par exemple, ça fait une dizaine d'années qu'on en parle. J'étais hier encore au FIRA, au salon international, au Forum international de la robotique agricole à Toulouse. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on voit des robots sur les salons, plus que dans les champs. Donc, ça va arriver, ça va mettre du temps. Les tracteurs ont mis une trentaine d'années pour être vraiment démocratisés dans toutes les exploitations agricoles, donc ça sera certainement un peu pareil. Il faut du temps, il faut aller dans le bon sens et il faut garder le bon sens paysan et le pragmatisme pour utiliser des technologies qui ont un intérêt. Merci beaucoup. Bruno, l'IA dans le cadre donc, de la filière semence, ça donne déjà des applications? Oui. Il faut parler bien près, le micro plus près. Ouais. Pardon. On l'utilise depuis assez longtemps. Alors à l'époque, ça s'appelait machine learning. Donc c'était le début de l'IA comme on la connaît aujourd'hui. Et on modélise toutes en fait, nos espèces grâce à ces technologies en fait, agrégeant toutes les sources d'informations dont on dispose. Et aujourd'hui, effectivement, je rejoins mon voisin, on est limité sur en fait, la quantité de données disponibles pour calibrer tous nos modèles. Et donc l'IA nous aide aussi à acquérir des données phénotypiques plus facilement en grande masse et avec une précision plus importante. Et c'est ça qui nous permet après, par exemple, d'adapter nos variétés aux évolutions climatiques ou d'imaginer des nouvelles combinaisons qu'on n'aurait pas pu trouver ou on aurait mis plus longtemps à les trouver. Et quel type d'IA on parle là? On a quitté le machine learning, on est? Oui, là on est plutôt sur ce qu'on appelle, aujourd'hui ça s'appelle plutôt deep learning. Donc c'est des modèles de réseaux de neurones profonds qui permettent de prendre beaucoup de paramètres en entrée et qui permettent, avec une vitesse suffisante, de faire des prédictions sur, par exemple, les rendements, l'adaptabilité de la variété à tel ou tel environnement agro-environnement. Voilà, donc ça nous permet aussi d'imaginer les variétés de demain grâce aux projections climatiques que l'on peut introduire dans les modèles. Pour simuler en fait les performances dans divers types d'environnements. Et on va passer à l'étape quantification. Quel gain aujourd'hui vous arrivez à en extraire? C'est extrêmement difficile. En fait, c'est dans le process de recherche. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'intervenants et beaucoup d'étapes. Donc c'est extrêmement difficile de vraiment spécifier l'apport de chacune des étapes. Donc globalement, ça va dans le bon sens. Si on revient, je pense que beaucoup d'entre vous connaissez l'équation du sélectionneur. Donc en fait, c'est une formule qui explique le progrès génétique. En gros, ça augmente avec la précision de la sélection et également avec la diminution du cycle entre les générations. Et donc, on travaille sur ça. Alors après, quantifier exactement combien je gagne, c'est extrêmement compliqué. Ce qu'on voit, c'est que le progrès augmente, donc ça va dans le bon sens. Voilà. C'est pas ça qui va déplafonner le rendement, c'est pas ça qui va apporter une solution de suite quand vous en parlez en interne? Alors, déplafonner le rendement, y a beaucoup de voies pour arriver à cet objectif. Donc, il peut y avoir une voie génétique. Donc là, effectivement, il commence à y avoir des modèles type ChatGPT qui permettent
en fait, d'analyser des séquences ADN et de trouver des mutations qu'on appelle délétères. Et grâce à ces modèles, on peut identifier facilement ces zones sur les génomes et essayer de les supprimer des générations futures par croisement ou par gene editing, en fait, toute technologie qui permet de faire des recombinaisons. Donc là, ça peut permettre de passer un gap avec ce genre de choses, ou alors aussi c'est des conditions en fait, d'application de la bonne variété dans le bon environnement, qui permet aussi de garantir un certain niveau de rendement. L'IA se nourrit de données et ça ne vous pose pas un problème que les données quittent le centre de la France pour aller en Chine ou aux États-Unis? Si, clairement oui. Donc en fait on est sur des technologies plutôt on va dire, développés en interne ou dans des plateformes qui sont en France. Donc on utilise, enfin voilà, on est très attentif effectivement à la confidentialité de nos données et on regarde effectivement tous ces aspects avec force parce que bon, c'est vraiment des sujets très ouverts aujourd'hui qui sont un peu contrôlés, ouais. Anthony, vous qui êtes spécialiste là-dedans, c'est une vraie préoccupation qu'on doit avoir quand même, cette question de souveraineté. Absolument. Aux États-Unis, il y a une loi qui fait que le gouvernement américain peut exiger d'obtenir les données d'un hébergeur et interdire à l'hébergeur de prévenir la personne, son client, que ces données ont été captées. Et ces jugements sont privés par ailleurs. Donc on est vraiment dans une opacité absolue. On peut se poser la question de si en Chine ils pratiquent les mêmes choses. Il y a différentes approches. On a des technologies européennes, je citais Mistral, mais il y a une approche dite on-premise, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déployer sa propre IA dans son propre cloud et avoir une maîtrise absolue et totale des données qui rentrent et qui sortent. Et donc se retrouver dans un environnement beaucoup plus sécurisé. Alors c'est plus complexe à déployer, bien sûr, il y a une praticité à utiliser les systèmes en ligne qui sont immédiatement disponibles, mais effectivement pour les données hautement sensibles, on va préférer déployer sa propre IA sur son propre cloud. Oui, Anthony, il faut que vous présentiez un peu votre entreprise, c'est-à-dire que vous travaillez aussi bien aux États-Unis qu'en France, et dans des secteurs des fois très sensibles, la défense ou autre, mais aussi l'agriculture. Oui, en effet, on travaille notamment aux États-Unis avec Siemens Energy dans le nucléaire. On a une ADN venue des États-Unis parce que notre directeur technique est en fait maintenant un immigré qui est venu s'installer avec sa famille en France. Donc c'est assez rigolo aussi de voir sa perspective. Depuis la nomination de Trump, c'est ça? Bon, il était venu avant, mais bon, en effet, ça l'a motivé à venir rejoindre notre beau pays. Ses enfants sont dans le système français, donc ils sont vraiment en train de devenir une famille française, mais avec une véritable culture des États-Unis. Et il y a une immense différence. Il n'y a pas un sujet aux États-Unis avec les entreprises où on parle. Tous les sujets sont abordés IA en premier. C'est d'abord, est-ce que l'IA peut régler ce problème ou pas? Et ensuite, on se pose la question de regarder le sujet autrement. Et je me suis moi-même fait prendre au piège. On était en train de revoir nos systèmes, parce qu'on a des systèmes de facturation pour compte de tiers. Et j'étais dans une réunion, on était tous en train d'imaginer un système complexe, avec tous les ingénieurs qui bossaient, sur comment est-ce qu'on va gérer les taux de taxes intra-étatiques aux États-Unis lorsque la vente se fait en dehors des États-Unis. Et finalement, quelqu'un a dit, mais les gars, on bosse dans l'IA, pourquoi on ne demande pas une IA de le faire pour nous? Et c'est vraiment un gain extraordinaire. Et ce réflexe, aux États-Unis, il est automatique. Alors vous qui avez un pied aux États-Unis et en France ou en Europe, vous avez l'impression qu'on regarde le train passer? J'espère pas. On est peut-être en train de démarrer avec un peu de retard. Il ne faut pas non plus se précipiter. C'est-à-dire, il ne faut pas déployer à tout va de l'IA partout, parce qu'effectivement, il y a plein de mauvais usages. Et nous aussi, on en a fait pas mal. On a quelques histoires assez rigolotes là-dessus. Par contre, il faut, je pense, commencer à faire un premier déploiement et commencer à avoir cette culture dans une entreprise. Et en fait, le plus dur, c'est même pas de déployer une IA, c'est de savoir où la déployer. Il y a une approche qui est de dire il n'y a plus aucun sujet où on ne se pose pas la question. Et sur les systèmes existants, là où on peut avoir beaucoup d'impact, c'est lorsque c'est lent et cher, il y a peut-être une opportunité pour déployer de l'IA. Alors, autant vous êtes dans des sujets technologiques, défense, etc., autant vous êtes dans l'agriculture aussi, parce qu'il y a une demande?
Oui, alors nous, on a aussi une solution justement qui met en relation les prestataires de services avec les agriculteurs autour du monde du service. Donc on n'est pas en train de faire une transaction de biens où on a une donnée qui est hautement structurée. On est à la recherche d'une solution. Ça peut être exprimé du genre, j'ai une route qui s'est effondrée et j'ai besoin de pouvoir faire sortir mon matériel. Et j'exprime aussi simplement que ça. Et de comprendre que face à une expression, à une phrase aussi simple, il y a un besoin complexe, on a besoin de prestataires locaux qui sont disponibles, on ne veut pas embêter tous les prestataires non plus, donc on va faire une sorte de jugement sur quelles sont les 2-3 entreprises à solliciter, et donc on déploie l'IA dans ces contextes-là. Catherine, vous en êtes où du déploiement justement de votre solution, de votre première solution? Alors l'idée, donc, il y a 3 publics. C'est les technico-commerciaux, déjà dans les coopératives, pour les aider à structurer leurs rendez-vous, répondre à des questions qui peuvent être un peu complexes, piloter leurs activités. Il y a les managers, donc, pour organiser, optimiser les opérations de leur équipe. Et puis le personnel d'exploitation, afin de faciliter la prise de décision grâce à des données précises et des outils de pilotage adaptés. Alors, on en est où? On en est donc, c'est un projet qui est une phase avancée. Il y a une démonstration qui a été faite lors du séminaire de la coopération agricole en décembre dernier. Et l'idée, c'est vraiment pour les cibles que je vous ai citées, de concentrer au fait les efforts sur ce qui est le travail qui a de la valeur ajoutée. Donc, par exemple, pour vous donner une idée de quantifier le bénéfice apporté par ChatCop aux utilisateurs. Pour les technico-commerciaux, je vous ai dit, c'est un gain de temps. Globalement, c'est un gain de temps qui est estimé à une demi-journée par semaine, quand même. C'est pas neutre. Oui, c'est beaucoup. Pour les managers, c'est une meilleure précision dans les décisions, grâce à des recommandations qui sont bien contextualisées. Et puis, une réduction des coûts opérationnels, une amélioration de la satisfaction utilisateur, parce qu'il y a une centralisation des données qui est efficace. Alors, ça, c'est les bénéfices, mais il y a peut-être des freins aussi. Alors, les freins, il y en a plusieurs. Déjà, il y a le frein au changement. Évidemment, quand on a quelque chose d'aussi disruptif, on compare au fait l'arrivée de cette intelligence artificielle générative à l'arrivée de l'électricité. On est sur un modèle aussi disruptif. Donc, la résistance au changement, ça, face aux nouvelles technologies, on l'a toujours eu, on l'aura toujours. Il peut y avoir, on l'a identifié, un manque de connectivité dans certaines zones rurales qui pourrait peut-être limiter l'utilisation en temps réel de ChatCop. Il faut de la 4 ou 5G, donc ça c'est quand même un point qui n'est pas neutre. Et puis, toujours, comme vous l'avez déjà abordé, à la crainte liée à la confidentialité des données. Donc pour ChatCop, il a été décidé il y a une architecture sécurisée évidemment qui a été mise en place. Et le stockage des données se fera en France ou en Europe. Et il y a évidemment une étanchéité des stockages qui a été prévue. Bon. Côté agroéquipement, les freins, ça va être quoi? Les freins, donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Un frein principal, c'est vraiment prouver la valeur des solutions pour les agriculteurs. Un autre frein qui a été mentionné par mon voisin, c'est la quantité de données. C'est-à-dire que, et la variabilité des données pour cette solution de désherbage ultra localisé, l'intelligence artificielle va reconnaître des variétés de plantes en maraîchage, mais pour qu'elle les reconnaisse, il faut qu'on l'ait entraîné et qu'on lui ait donné une certaine quantité d'images, et qu'on ait sélectionné sur ces images les plantes. Et donc là, peut-être, qu'il pourrait être possible d'avoir une passerelle avec les semenciers, pour qu'il y ait des semences qui soient, j'allais dire, compatibles avec ces solutions-là, et que les semenciers puissent fournir des jeux de données variables dans différents terroirs, différents stades de croissance, etc., de leur variété de plantes, afin que ce robot-là puisse désherber de manière ultra-localisée. Et enfin... Oui. Non, allez-y. Et enfin, un dernier frein qui peut apparaître, c'est un frein législatif, notamment sur la robotique, où il est à ce jour très difficile, voire interdit, de faire de la sécurité par intelligence artificielle. Je m'explique. Si on a un robot dans la parcelle, équipé de caméras, de capteurs, on ne pourra pas utiliser les caméras pour différencier une personne, un enfant d'un pied de maïs, par exemple. Dans tous les cas, il faudra que le robot s'arrête parce qu'il verra un obstacle. Donc on peut à ce jour
légalement, même si c'est en train de changer, pas encore le faire, alors que techniquement, c'est tout à fait possible et développé. Alors, on interviewe souvent dans notre émission Laurent Trépied, c'est un conférencier qui intervient sur l'IA, et il explique, on va lancer la vidéo tout à l'heure là, et il explique justement que dans le monde agricole, enfin non, l'IA, il faut l'alimenter en données. Et dans le monde agricole, on a plutôt l'impression, l'habitude, l'envie, l'histoire de conserver les données et de ne pas les transférer facilement, gratuitement et de façon interactive. Je vous propose d'écouter cette vidéo. Image. C'est d'abord pour l'agriculteur que c'est intéressant d'expliquer en quoi l'IA est un apport important. Alors, c'est important à plusieurs niveaux. C'est important déjà pour une question centrale qui est la question du coût de production. Quand vous êtes agriculteur, vous êtes d'abord un exploitant, donc vous avez un nombre de tâches importants liées à votre métier, et calculer le coût de production, ça nécessite beaucoup de données, des données bien rangées, entre les données de vos achats, les données de des produits que vous utilisez, les données des cycles que vous exécutez, et ça, l'IA peut vous aider non seulement à faciliter la collecte, d'une part, à faciliter le nettoyage, d'autre part, et enfin à calculer un coût de production, que vous allez pouvoir, si vous êtes dans l'élevage, le calculer à l'hectare, si vous êtes en grande culture, vous pourrez aussi le calculer à l'hectare, mais le calculer par type de culture. Donc premier point, le coût de production. Le deuxième sujet, c'est après, on va descendre dans chacun des métiers. Si vous êtes dans des métiers où il y a des processus de collecte importants, vous allez pouvoir utiliser l'IA pour la collecte de vos productions, pour la rotation de vos cultures. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. Dans l'élevage, vous allez pouvoir l'utiliser pour optimiser les périodes d'insémination, parce qu'on sait que suivant le fait qu'une vache soit ou pas ait été inséminée, vous allez avoir des rendements au lait qui seront extrêmement différents. Donc pour des questions de productivité par métier. Autre exemple, vous allez avoir des questions liées aux subventions. Vous avez une ferme, vous voulez faire un dépôt de panneaux photovoltaïques, vous êtes dans la région, pourquoi pas Nouvelle-Aquitaine, et vous vous posez la question, à quelle subvention j'ai droit pour faire cet investissement? Vous voulez faire un autoguidage sur votre tracteur, vous posez la question, à quelle subvention j'ai droit? Là où il y a une vraie révolution, c'est que vous parlez à l'IA. L'IA, aujourd'hui, la révolution, c'est le langage. Donc vous allez pouvoir parler à l'IA en lui disant, voilà mon projet, à quelle subvention j'ai droit, et non seulement l'IA va vous les lister, mais en plus l'IA va être capable de vous donner la date de dépôt du dossier. Vous allez pouvoir lui expliquer exactement les particularités de votre exploitation, elle va vous faire la lettre de motivation, et vous allez aussi pouvoir lui demander de pré-remplir le dossier. Donc vous voyez qu'on est aussi bien sur des tâches liées à la production pure, qu'à de la simplification administrative, qu'à des questions aussi de diversification, recherche de subventions, parce que vous pouvez travailler en créativité avec l'IA pour l'exploitant. L'exploitant, vous pouvez très bien décrire l'historique de votre ferme, ce que vous aimez faire, quelles sont vos compétences, et l'IA va vous aider à inventer des modèles d'affaires différents. Donc vous voyez, c'est extrêmement varié. Alors le monde agricole est un monde avec un écosystème extrêmement varié, hein. Ça va aller évidemment des coopératives en passant par tout l'écosystème des chambres économiques, etc., de l'assurance, la formation. Il y a un sujet sur lequel on travaille, c'est par exemple pour l'emploi des saisonniers. L'IA va vous aider à donner de la fluidité et de la précision à vos processus de recrutement. Vous allez pouvoir très rapidement définir des profils de recrutement, vous allez pouvoir lancer des recrutements très rapides et mettre en place des processus d'intégration de vos saisonniers, avec vraiment une révolution liée par exemple à la traduction. Si vous avez des saisonniers qui ne parlent pas nécessairement français de façon avancée, vous allez pouvoir traduire tous vos contenus pour pouvoir les former. Vous allez pouvoir aussi faire un conseiller augmenté, c'est-à-dire un conseiller d'une coopérative ou un conseiller de chambre qui va aller voir un exploitant, il va pouvoir embarquer avec lui un assistant, c'est-à-dire qu'il a son assistant dans la poche, hein, parce que l'IA, j'insiste bien, aujourd'hui, c'est sur le téléphone, vous lui parlez dans votre voiture, vous lui parlez quand vous êtes à l'exploitation, donc en fait, le conseiller, il a lui-même un conseiller, qui est un conseiller augmenté. Donc dans le conseil, vous allez le retrouver aussi sur des questions de communication pour défendre les intérêts des agricoles. On a travaillé par exemple sur comment faire passer un message sur la nécessité de transformer une législation pour une production particulière. Là, je fais référence à la production de noisettes, sur lequel on a travaillé avec le président, sur lequel il fallait faire comprendre en fait qu'il y avait quand même un point sur lequel il fallait que la filière et les élus travaillent en rapport de chiffres. Donc vous parlez à l'IA, vous lui expliquez votre secteur d'activité, vous lui donnez des données, et là tout de suite, vous allez pouvoir dérouler la création d'un contenu, vous allez pouvoir faire un email, vous allez pouvoir faire une note technique, vous allez pouvoir faire une vidéo, vous allez pouvoir faire un podcast. Donc dans la communication et la défense des intérêts agricoles, c'est aussi un élément central.
Donc on voit qu'il y a énormément d'utilisation, plus ça va être simple, plus l'interaction va être importante par la voix, plus ça va être efficace. Qui souhaite prendre la parole? On va allumer la lumière pour réagir par rapport à ce sujet. Pas de... Bon, je vais poser des questions. Bruno, vous êtes le seul dans le secteur des semences à avoir un poste comme ça de responsable data et IA? Vous avez, dans chaque entreprise du secteur, il y a un équivalent? Oui, je pense que dans au moins les PME et les très grandes entreprises, il doit y avoir des postes équivalents. Après, chez les petits semenciers, c'est peut-être encore un peu tôt, parce que ça a quand même un coût et surtout, il faut disposer des données pour pouvoir exploiter ce type de poste. Est-ce que vous pensez que le retard qui a été pris avec CRISPR-Cas9, par exemple, peut avoir un impact sur, ou générer un retard dans la valorisation de l'IA dans vos filières? Vous parlez du moratoire européen, en fait? Oui. De l'IA, je pense pas. C'est un élément qui permet effectivement de valoriser ce que peut apporter l'IA en termes puisqu'on cible vraiment une région sur le génome qu'on veut faire évoluer. Donc il y a d'autres modèles, d'autres approches que l'IA qui permettent d'identifier ces zones. Après voilà, c'est un vecteur. En fait, l'intérêt actuellement, c'est qu'il y a plein d'évolutions de la technologie, à la fois au niveau séquençage, au niveau bioinformatique, pardon, au niveau informatique et au niveau modélisation avec les nouvelles approches IA, qui font que toutes ces évolutions convergent. Et en fait, vont créer vont s'associer pour aller encore plus vite et améliorer encore plus vite le progrès génétique. Anthony, dans les entreprises dans lesquelles vous intervenez dans l'agriculture, est-ce que vous sentez qu'il y a à la fois la recherche de l'innovation, mais aussi le fait de préparer la conduite du changement des équipes en interne pour être capable, parce que ça fait peur l'IA. Donc, est-ce que quelque part, on accompagne l'arrivée de l'IA dans une entreprise ? Il faut bien sûr accompagner l'arrivée de l'IA et c'est un sujet qui préoccupe beaucoup, légitimement. On peut se poser beaucoup de questions. J'ai eu oui dire d'une première vague de licenciements en France à cause de l'arrivée d'une solution d'IA. Mais ça, c'est aussi une question de politique d'entreprise. Il y a eu une étude qui a été faite aux États-Unis assez récemment est-ce que lorsque vous déployez l'IA, vous cherchez à faire une réduction des coûts ou une augmentation du rendement de l'entreprise. Et 75% des entreprises sondées étaient à la recherche d'une augmentation du rendement de l'entreprise. Et c'est vraiment, il y a aussi une question de politique au niveau du management de chaque entreprise et de commencer à communiquer là-dessus. Moi, j'ai un collègue en Suède qui m'a dit, de son point de vue en tout cas, personne ne sera remplacé par l'IA, mais toutes les personnes qui n'utilisent pas l'IA seront remplacées. C'est un moment qui peut être anxiogène quand on entend une nouvelle comme celle-là, où il va falloir effectivement savoir accompagner ses collaborateurs dans le déploiement de ces solutions, et ça passe probablement par beaucoup de formation. Et au sein des coopératives, Anthony, puisque vous travaillez avec les coop aussi, et Catherine aussi, vous sentez que ça va être dans la multitude de maillons de gains potentiels, comme ça a été évoqué par Laurent ? Concrètement, je n'ai pas encore eu de retour direct sur un projet pur IA. Je vois que des systèmes d'IA sont déployés. En fait, il y a déjà beaucoup d'IA qui est déployé chez les entreprises sans qu'elles s'en rendent compte. Donc, nous, on déploie des systèmes d'IA dans une coopérative sans vraiment que ce soit le propos au final. Le propos, c'est comment est-ce que vous faites pour trouver le bon prestataire au bon endroit pour la bonne problématique. On ne s'attarde pas tant que ça sur l'IA, mais dire qu'on identifie des politiques de déploiement d'IA et justement de conduite du changement, je ne l'ai pas encore identifié, mais je ne suis pas nécessairement non plus une très bonne source de données là-dessus. Oui, parce que c'est un différentiel de compétitivité, donc il faut quand même se poser des questions de comment l'intégrer et comment la déployer. Ma perspective, c'est que l'IA est un changement du même ordre de grandeur que l'arrivée d'Internet. Voilà, c'est exactement... Ouais. Je pense que plutôt que disserter sur l'IA, il est plus important d'apprendre à prompter tout de suite. Il faut apprendre au fait à l'ensemble de nos collaborateurs et à l'ensemble du personnel dans les coopératives. Et la question est de savoir comment on va converser avec l'intelligence artificielle et plutôt que donc prompter devient une compétence indispensable. Enfin, on part de ce postulat.
Hugo, vous avez un regard européen, vous avez l'impression que en France, on est sensibilisé à cela, on est plutôt en avance, en retard Je pense qu'on est même plutôt en avance sur ces aspects-là, en termes, alors pas que d'intelligence artificielle, mais d'innovation dans la production agricole. La France a quand même un rôle de pionnier au niveau européen, voire au niveau mondial. Typiquement sur la législation sur la robotique agricole, de nombreux pays mondiaux, je pense aux États-Unis, au Japon, viennent voir ce qu'on fait en France pour s'inspirer de nos législations pour autoriser et réglementer les robots agricoles. Donc la France a quand même une position de leader, n'est pas la seule, mais a une position de leader. Oui, pardon, allez-y. Je reviens peut-être sur un point intéressant, sur dire on parle beaucoup d'IA, mais c'est surtout répondre à des besoins. C'est vrai qu'il n'y a aucun, quand on va rendre visite à des agriculteurs, il n'y en a aucun qui nous dit « moi je vais utiliser l'IA ». Ils nous disent tous « moi je veux réduire mes intrants, je veux pallier mon manque de main-d'œuvre, etc. » Donc l'IA peut apporter une solution, mais il faut répondre à un besoin grâce à l'IA. D'où l'étude au préalable. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Je vous laisse vous présenter. Donc Camille Guérin, pour ma part, je suis responsable du service céréales protéagineux à la FNAPS. Et ma question, c'est autant on voit que l'IA est un outil qui est vraiment incroyable, et par rapport à la réalité du terrain dans les champs, il y a pas mal de données, de questions qui se passent sur l'acquisition des données. On voit qu'à chaque fois qu'il y a de nouveaux équipements qui se développent, pour acquérir de la donnée, déjà ça va se reposer potentiellement sur des capteurs qui peuvent être différents. On va acquérir une donnée différente et ensuite chaque acteur peut acquérir de la donnée de son côté, ce qui crée de la valeur sur certaines données. Et on a toujours cette question aussi à la fois d'acquérir les données, de pouvoir les analyser et ensuite de pouvoir les valoriser. Donc ça suppose d'avoir accès déjà à un gros jeu de données dès le départ et que tout le monde puisse avoir accès à ce jeu de données, notamment pour des cultures qui peuvent être un petit peu moins importantes dans certains cas. Pour maximiser l'accès à ces données, est-ce qu'il y a des initiatives qui permettent de se dire tiens, on est en différents jeux d'acteurs, on veut tous acquérir une donnée, on va se caler sur les mêmes jeux de capteurs pour aller chercher un maximum de données qu'on puisse à la fois annoter, récupérer, mettre en commun pour exploiter tout ça ensuite, pour justement faire accélérer dès que sur le terrain ça puisse se déployer plus vite. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être juste apporter un complément, c'est que déjà l'aspiration de données est très forte dans le secteur des robots de traite, puisque aujourd'hui, les fabricants de robots absorbent des millions de données tous les jours issues de la traite, personne ne dit rien. Ces données sont stockées, conservées. Est-ce que vous ressentez donc justement que, hormis peut-être les robots de traite, dans d'autres secteurs, il y a des actions de mise en commun, de capteurs, de partage d'informations, et on sait que le partage de la donnée, c'est l'alimentation de la réussite de l'IA. Oui, alors pas tant que ça arrive et ça dépend surtout des régions. Je travaille beaucoup en Allemagne, par exemple, où dès qu'on rentre dans une exploitation, on nous demande d'éteindre nos téléphones, de signer des clauses de confidentialité et de ne rien partager pour qu'ils gardent leur avantage concurrentiel sur la production. On nous demande même parfois, sur de l'acquisition de données, d'avoir l'exclusivité sur telle espèce qui ne leur appartient pas. Mais ils produisent telle espèce et ils nous demandent d'avoir un robot compatible pour cette espèce, mais que chez eux. Donc, suivant les régions, il y a de grandes différences. Alors là, en France et aux Pays-Bas, par exemple, les producteurs se regroupent. Donc, il y a des organisations de producteurs qui communalisent leur savoir-faire pour faire évoluer la filière. Et donc, c'est plutôt bénéfique à tout le monde et c'est dans une stratégie win-win pour tout le monde. Donc, ça dépend des secteurs, ça dépend des pays, mais je pense qu'à nouveau, en France, on n'est pas trop mauvais là-dessus et on a cette volonté de filière par filière faire avancer les choses pour être plus compétitif sur un marché international et pas seulement face à nos voisins du village d'à côté. Mais dans le monde du tracteur ou des agroéquipements, on voit quand même que les partages des informations, ça n'a pas duré très longtemps. Enfin, il y a eu différentes initiatives. Même l'Isobus, on n'est pas totalement encore Isobus. Oui, donc il y a l'AEF qui gère ces parties-là sur les données acquises par les tracteurs. Donc c'est un groupe européen qui essaie de communaliser, mais c'est vrai que les discussions sont assez difficiles parce que
on est concurrent face à Kubota par exemple, face à des John Deere ou à des CNH. Donc il n'y a pas toujours cette volonté de communaliser. Et s'il y a quelques acteurs qui s'associent, le leader peut faire de son côté tout seul. Et vu qu'il est leader, ça marchera aussi et il continuera à avoir son marché et ses clients. Est-ce qu'il y a une autre question, une remarque, un témoignage, une interrogation? Oui. Si vous voulez bien vous présenter. Du coup, moi, c'est Raphaël Orastat, je suis journaliste pour Le Betteravier Français. Moi, j'ai la question qui casse un peu l'ambiance. On sait en fait que tout ce qui va être ChatGPT, etc., c'est hyper énergivore, ça consomme beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité, et que par exemple, dans les secteurs où on trouve actuellement en fait, les serveurs qui sont par exemple l'Iowa ou l'Arizona, il y a déjà des tensions avec les agriculteurs à cause des déficits hydriques que ça crée. Est-ce que du coup, vous pensez qu'on peut améliorer ça avec l'intelligence artificielle ? Donc ça veut dire effectivement le côté environnemental, on l'avait un peu oublié, merci. Et secondo, ça peut créer des tensions pour refroidir. Et il y a des fois des cas positifs aussi. Il y avait des recherches de méthaniseurs avec des chaleurs fractales dont le but était de mettre des serveurs et qui devaient justement pouvoir être refroidis par le méthaniseur de façon globale. Bon, moi je ne suis pas un expert du domaine agricole, j'adore ce milieu, je suis en train d'apprendre, j'apprends que les agriculteurs sont aussi en train de produire de l'électricité. Il se trouve qu'à côté, je boursicote un petit peu, ça m'amuse, et il y a 2 ans, j'ai commencé à investir sur toutes les boîtes qui sont liées à la production d'électricité nucléaire. Et j'ai eu le nez creux parce que c'est en train de monter à une vitesse assez affolante. On va se retrouver dans une concurrence à l'énergie face à des producteurs d'intelligence artificielle. Et ce sont effectivement de gros consommateurs d'électricité. Alors si je comprends bien la question, c'est est-ce que les agriculteurs vont se retrouver en concurrence? Je me demande s'ils ne vont pas plutôt être fournisseurs. Mais la question est complètement ouverte et c'est pour ça que j'ai commencé par dire je ne connais pas particulièrement bien ce milieu. Il y a un besoin de production électrique monumental qui est déjà en train d'arriver et on va avoir besoin de produire beaucoup d'électricité. La France a peut-être aussi l'opportunité avec la renucléarisation de sa production énergétique face à une Allemagne qui était dépendante du gaz russe de véritablement changer pas mal de dynamique. La question ensuite se pose sur le consommateur en bout de chaîne qui va être en compétition pour accéder à de l'électricité. Donc ça va avoir de gros impacts là-dessus. Cependant, et dernière chose là-dessus, avec des modèles type DeepSeek, on peut maintenant déployer des IA. En fait, c'est moins cher parce qu'on a besoin de moins de matériel qui lui-même est moins consommateur d'électricité. Donc en fait, on est en train de pousser la consommation électrique vers le bas avec de nouvelles innovations. Si vous suivez ça, le cours Nvidia a chuté, je crois, de 15% une journée il n'y a pas longtemps. C'était lié à cette innovation-là. C'est DeepSeek qui est arrivé, qui a dit « Moi, j'ai besoin d'utiliser nettement moins de puissance de calcul pour arriver au même résultat. » Donc l'innovation va quand même tirer vers le bas la consommation électrique, mais le déploiement de l'IA va faire l'effet inverse. Pas d'autres questions? Bon, ben, très bien. On vous applaudit toutes et tous. Merci beaucoup.